Bienvenue dans C'est quoi ta ref, le podcast de référence. « 4h10 du matin, un homme aux cheveux ébouriffés et sales est assis sur sa chaise de bureau, seul, lunettes sur le nez, et tape frénétiquement sur le clavier de son ordinateur dont l'écran est la seule lumière éclairant la pièce. Cette dernière laisse percevoir des cernes, un visage fatigué et un t-shirt collector du concert de Nirvana en 1988 à Seattle. Exactement la période à laquelle sa vie est restée comme bloquée. Mais aujourd'hui tout va changer. Il a trouvé la fin de son film. Voilà grossièrement l'image que peuvent avoir les auteurs dans la représentation un peu commune qu'on a pu faire d'eux. Des personnes souvent mystérieuses, solitaires, presque en marge de la société. Ou pire que ça, ce seraient même des psychopathes. Merci Shining. C'est donc terrorisés que nous nous sommes plongés dans le métier de ces créatures de l'ombre. Pourtant, avec leur puissant pouvoir, les scénaristes devraient avoir une image beaucoup plus avenante, voire attirante. Attendez, qui peut se targuer d'avoir un pouvoir de création aussi fort que... peut-être nos mères, Dieu alors. En tout cas, à leur instar, les scénaristes créent leur enfant, leur petit monde, leur histoire. Et il est de leur devoir de la faire grandir, mûrir, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour être exposée à nos yeux de spectateurs. Et oui, parce que c'est la particularité d'un scénario. C'est que cette histoire, on ne la lit pas, on la voit. Jean Gabin disait « Les 3 choses les plus importantes dans un film sont en 1 le scénario, en 2 le scénario, et en 3 le scénario. » Autant vous dire qu'avec la pression qu'ils ont, on peut comprendre qu'ils ne prennent pas le temps de se laver les cheveux ou de changer de t-shirt. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie. Et je lui ai tout pompé. Quand j'étais enfant, ça me donnait de l'espoir dans le cinéma ou même dans l'art, quoi. J'ai envie de dire, mais d'où elle vient? Qui m'a soufflé? Qui a parlé? C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. J'adore l'idée que les mots puissent changer les choses. Il a influencé tout le monde, moi le premier, mais vraiment. Le peu que j'ai appris, c'est que je préfère me tromper avec mes erreurs qu'avec celles des autres, ça c'est sûr. D'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres, et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Pour ce deuxième épisode de C'est quoi ta rêve, je suis accompagné d'un homme, et c'est assez rare pour le signaler, qui est originaire de la Corrèze, figurez-vous, passionné de bonne bière et des produits du terroir. Vous allez être déçus, c'est pas François Hollande, mais c'est bien Romuald qui est avec moi. Comment ça va Romuald? Ça va, mais bon... Oui, je viens de Corrèze, et alors? J'ai vraiment eu la description d'une vache bovine. Il aime la bonne bière, c'est pas sympa pour François. On va laisser François en dehors de ça. Laissons-le où il est. Et donc on est accompagné de toi-même. Exactement. Et toi-même tu es Jeanne. Eh oui. Comédien encore Florent. On essaie. Excusez-nous du peu. Et aime les bonnes bières aussi. Ah j'adore. Mais bon là on boit du café donc tout va bien. Il est trop tôt pour nous. Ouais. On et le café qui serait peut-être la boisson officielle des auteurs. Voilà c'est tout pour nous, merci. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se concentrer sur les auteurs, les scénaristes, en tout cas toutes les personnes qui écrivent dans l'ombre. On verra que c'est peut-être pas si solitaire que ça comme métier, et c'est peut-être pas si dans l'ombre que ça non plus. En tout cas, c'est l'objectif. Et la première question, comme d'accoutumée, j'ai envie de dire, Romuald, en scénario, en auteur, c'est quoi ta ref? C'est une bonne question que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mec, foire l'émission. Super début. Non, alors moi, j'ai remarqué, en fait, j'avais des refs à 2 étages, on va dire. Tu vois, les rêves de ceux qui t'inspirent, ouais. Où tu peux un peu te rapprocher, tu vois. Je pense par exemple à Flaubert, à Navo, etc., qui sont peut-être sur un peu plus le devant de la scène. Oui. Tu te dis, putain, ils ont eu un parcours assez... auquel tu peux te comparer, t'identifier, tu te dis, bah, en fait, ils n'ont pas forcément fait des études de cinéma, ils se sont retrouvés là-dedans. Et du coup, bah, voir leur parcours, c'est super... inspirant, et donc c'est une rêve carrément, et puis ce qu'ils font c'est génial. Et puis après t'as les rêves mais genre qui sont à des années-lumière, que c'est impossible de toucher, et t'as pas envie de toucher parce que c'est comme un soleil, tu vas te brûler, tu vois. Ouais. Genre du Chabat, du Astier, et puis tous les grands tous les grands scénaristes bien sûr. Aux États-Unis et tout ça. Enfin c'est inaccessible, mais c'est forcément une rêve, tu vois. Et toi c'est quoi ta rêve? Bah alors ma rêve, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'aime bien aussi m'identifier à des mecs qui sont un peu qui sont pas si loin que ça, donc voilà. Après ils sont quand même très loin, mais ah bien sûr, non mais je veux dire par rapport à Christopher Nolan par exemple, puisque je m'identifie vachement à Christopher. Toi aussi. Non, on va parler de Christopher Nolan dans un premier temps, puisque vraiment je pense que pour tous les deux c'est une grosse ref au niveau scénaristique, puisqu'on se concentre sur ça aujourd'hui. Enfin vraiment l'écriture de ces films c'est de la dentelle. Et là je vais citer un film que je vous conseille absolument, qui s'appelle Le Prestige, où c'est un film qui parle de la rivalité entre 2 magiciens, et j'ai un petit extrait de la bande-annonce à vous faire écouter,
où vous allez voir, c'est donc Michael Caine qui explique comment se passe un tour de magie. Tout grand tour de magie comporte 3 actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour. Il traque votre technique. Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais en vain. C'est pourquoi il existe un 3e acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Est-ce qu'on n'est pas sur une métaphore des auteurs? C'est clairement ça correspond carrément en fait. Bah ouais. Sur les c'est bien joué. Merci. C'est une bonne ref. C'est une bonne ref parce que c'est vrai que ça décrit exactement. En fait, les scénarios c'est un tour de magie. Bah clairement. On te promet quelque chose, mais tu ne sais pas comment où ça va aller et comment ça va finir quoi. Bah quand tu vas voir si t'es bluffé, c'est que ça a marché quoi. Et pour le coup, pour parler vraiment du prestige, vraiment c'est un film où je me souviens au dernier mot du film, je te jure, je me souviens du mot du film, le dernier mot. À la fin, j'étais tout seul devant mon écran, j'ai fait mais vraiment j'ai eu cette espèce non mais j'ai eu cette espèce de recul à me dire quoi. Et en fait, vraiment, c'est cette espèce de twist. Donc, c'est ce qu'on appelle un twist. Dans ce film-là, il y en a beaucoup dans les films de Nolan. De twist. Sans spoiler aucune fin. Fight Club, c'est également un twist à la fin. Shutter Island. Et donc, Nolan est un peu le maître du twist. Pour rappel, le twist, c'est un retournement de situation final, inattendu, qui va nous amener à voir l'histoire sous un angle différent et qui nous pousse vers une nouvelle interprétation. Ouais, et ce qui est fort dans les twists, c'est qu'après, il y a des twists où tu te fais « Ah ouais, bien joué !» Et en fait, après, il y a des twists où tu te dis mais attends, mais ça change complètement le cours de l'histoire. Ouais. Et du coup par exemple genre les trucs comme Shutter Island, à la fin tu fais mais attends, il faut que je regarde le film parce que du coup ça n'a rien à voir avec ce que je m'attendais, tu vois. Pareil pour The Game de Fincher ou Fight Club, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fort aussi, c'est de faire plusieurs films dans le film quoi. Exactement. On a dit que c'était des magiciens. C'est des magiciens. Voilà. Je crois que tu avais aussi un petit extrait sur Christopher. Sur Nolan. Ouais, parce qu'en fait moi j'ai une citation que je ne sais pas où elle est. Enfin, je sais pas d'où elle vient, mais je l'entends souvent de la bouche d'auteurs dans des interviews. C'est écrire, c'est réécrire. Le travail de l'auteur aussi, c'est de reprendre pour que ça ait cohérent et que le comédien sache ce qu'il joue, tu vois. Et là, par exemple, c'est sur Interstellar avec Matthew McConaughey. Je sais pas si je l'ai bien dit. Et c'est Nolan qui parle justement de ça. Il a agi avec moi comme son fils avec lui. Il demandait tout le temps « Pourquoi ? Oui, il posait plein de questions. Il ne prenait jamais rien pour acquis. Mais j'étais ravi, surtout en tant que réalisateur et scénariste, ça permet de rester constamment en alerte. Et de se demander pourquoi on a écrit ça. C'est assez marrant parce qu'au moment du tournage, la scène sur laquelle vous travaillez a été écrite il y a plusieurs mois. Donc c'est assez sain de tout le temps se demander pourquoi vous l'avez écrite comme ça et quel est son rôle exact. Ce qui est dur, c'est de prendre du recul sur son œuvre. Oui. Et de se dire ok, il faut que je modifie des trucs, ça plaît pas à tout le monde, alors que des fois si t'es trop accroché à ton œuvre, et la vie extérieure, tu peux dire non, je vous écoute pas, je fais mon délire et tout ça, et ça peut rendre un film mauvais quoi. Alors que de base l'idée elle est bonne, tu vois. Je pense qu'il y a plein de films comme ça qui sont foirés alors que l'idée elle était bonne, mais c'est juste t'as pas voulu forcément t'ouvrir à ce que les autres disent, que ce soit des producteurs, des comédiens, parce que si le comédien il sait pas ce qu'il interprète, c'est mort quoi. Et c'est en ça où ça fait rebondir un peu sur l'intro. Finalement, c'est peut-être pas un métier si solitaire que ça. Alors l'écriture en elle-même peut être solitaire, mais par contre au niveau des multiples relectures, etc., c'est important de s'entourer. Vraiment, c'est ça qui est le plus important aussi pour les auteurs, d'être avec des gens objectifs, parce qu'il ne faut pas dire tout le temps que c'est excellent ce qu'on fait, et bienveillant. Alors là, Nolan, ils font parmi de ceux qui font tout, donc forcément, t'as plus l'aura, entre guillemets, je sais ce que je vais faire, et puis il a prouvé qu'il savait faire, mais après, c'est surtout pour ses comédiens, voilà. Superbe transition, puisque en parlant des gens qui font tout, moi je voulais axer justement sur les personnes qui maîtrisent un projet de A à Z. Alors, bon, il y a les ovnis qui maîtrisent vraiment tout, genre Alexandre Astier, on va parler un peu de lui pour ce coup-ci. Tu vois, j'ai attendu la deuxième émission avant de parler de ma rêve principale. Mais je trouve qu'il y a une espèce de... Comment dire ? Quand vous avez un auteur qui écrit son film, qui le réalise, voire qui joue dedans,
c'est le cas de finalement quand même quelques auteurs, quelques scénaristes. Il y a une espèce de... Il a quand même les tenants et les aboutissants de son histoire, qu'elle soit ratée ou pas, j'ai envie de dire, après ça tient à son histoire justement. Mais il maîtrise à peu près tout ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'est souvent quand même gage de, sinon de qualité, d'aboutissement. Je trouve que ça reste quelque chose d'assumé, de lisible pour le spectateur. Quand on parle de certaines séries comme, je sais pas, au pif, hein, celle-ci. Je sais pas, ça parle à des gens. Ça me dit quelque chose vaguement. Ouais. Et moi, il y en a beaucoup que j'admire comme ça. Par exemple, Dolan. Je sais pas si Xavier Dolan, ouais. Xavier Dolan, tu vois le générique, on dirait qu'il y a eu une faute de frappe et que c'est lui qui a tout fait, quoi. Et parce qu'il est acteur, réalisateur, scénariste, costumier, monteur, le mec il fait tout. Donc à mon avis, quand il a un truc en tête, tu vois, il sait ce qu'il veut et il sait où ça va le mener, tu vois. Il y a aussi cette... quand tu fais tout, et finalement, t'as pas la vie extérieure. Donc soit t'es un génie, soit ça se passe pas forcément bien, tu vois. Et là, ceux qu'on cite, c'est des génies parce qu'ils y arrivent très bien. Oui. Mais je pense que on les voit aussi comme des waouh, parce qu'ils y arrivent, mais derrière, à ma vie, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, quoi. Ah, mais c'est clair. Mais ouais, il y a une telle maîtrise de l'œuvre. Par exemple, je sais qu'Astier, ça lui arrivait fréquemment d'écrire le matin de 6 à 9. Le tournage était à 10h, il tournait l'épisode. Ensuite, à midi, il mangeait pas, il réécrivait un épisode. Bam, après. Après, c'est une dynamique. Et c'est ça que je trouve fort aussi chez les auteurs, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Y en a, ils vont faire du 8h, 19h sans quitter de leur bureau. Il y en a, ils vont écrire 1 heure la nuit. Il y en a, ils vont aller au café, ils vont écrire en 10 heures, ils vont écrire 5 lignes. Il y en a, ils vont faire des grandes écoles de théâtre. Il y en a, ils vont rien faire. Enfin, je trouve que c'est tellement fort parce qu'au final, raconter une histoire, c'est assez universel, quoi. Pour terminer la parenthèse, la page Kaamelott, vous n'êtes pas sans savoir que le film va sortir très bientôt et que dans cette... Non, dans cette dynamique, Alexandre Astier a été toute la semaine chez Antoine Decaune pour Pop et malgré tout ce qu'il a comme corde à son arc pour Kaamelott, il fait tout, la musique, etc. Tout le monde le sait. Il y a un extrait dans l'émission où il parle du fait qu'il est fier que finalement ça soit reconnu en priorité pour l'écriture. On écoute. Mais c'est vachement agréable d'être connu pour un truc de langue, en fait. Parce que j'essaye quand même d'écrire pour les comédiens, j'essaye qu'ils soient bien chez moi, j'essaye qu'ils soient tout cocoon, avec des répliques qui leur plaisent, qu'ils aient envie de faire ce qu'ils disent. Et je trouve que, voilà, je suis très fier que le premier accès à Kaamelott, ce soit la langue. La base de son histoire, c'est les premiers mots qu'il a écrits. Et les gens, ils le connaissent quoi pour ces mots, justement, tu vois. Entre le début où il a écrit juste ces quelques phrases, il y a un chemin entre les musiques, les acteurs, les tournages et tout ça. Et au final, c'est l'essence même de son produit, entre guillemets, qui est reconnu. Donc c'est sympathique. C'est la matière première, le texte, de toute manière, c'est clair. Et du coup, on parlait de ceux qui faisaient tout, mais aussi ceux qui font qu'une seule chose, tu vois, qui se concentrent que sur une seule chose. Et par exemple, c'est le cas de Navo. Lui, s'il se retrouve à faire comédien, c'est parce qu'il manque quelqu'un sur le plateau ou un truc comme ça. C'est pas son objectif premier. Lui, il aime bien écrire parce qu'il sait qu'il sait écrire, en fait. Et donc, du coup, il préfère faire sublimer ses vannes que lui les faire et que ce soit moins bien. Et par exemple, il y a un extrait que j'aime beaucoup sur ça, justement. Ta démarche en termes de... Ta vraie démarche, c'est d'être auteur. C'est parce qu'en fait, t'as un vrai kiff. En fait, tu déplaces un kiff. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils kiffent qu'on leur dise t'es trop marrant. Et il y a des gens, ils kiffent qu'on sublime leurs blagues. Et donc, plus ils sont entourés de gens, je pense que c'est ça. T'es entouré de gens qui sont trop débarres toute la journée. Toi, t'arrives avec ta petite blague. Tu dis, tiens, tu peux la faire. Et le gars, il l'a fait de façon trop marrante. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient me casser les couilles pour un truc, qui essaye d'améliorer mon texte. Je fais, mec, je sais pas le faire. Laisse-moi, je sais pas jouer déjà. Je peux pas arriver sur une scène, tu vois, il y a un truc, et donc je pense qu'il y a ce truc kiffant. La façon humble, c'est de dire je me sens pas légitime, mais la façon, vu que je suis pas humble, c'est de dire mais je suis quand même capable, je suis assez intelligent pour voir quand quelqu'un est un bête de comédien, est trop marrant, et que j'ai pas l'ego de dire je vais la faire moins bien, mais les gens sauront que c'est moi. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai fait la mieux, parce qu'en fait c'est mon enfant cette blague. Tu vois le truc, genre, je trouve elle est trop intéressante sa démarche en fait, genre lui il a compris qu'en fait il a
il a un bijou, et que si tu le donnes à un autre bijou, et bah ça peut faire un truc de ouf, quoi. Alors, lui, il veut pas prendre le risque que ça soit moins bien sa vanne, alors qu'il sait que sa vanne, elle est trop forte, quoi. C'est assez généreux, finalement, comme... Bah ouais, en fait, il a juste compris le jeu, quoi. Et du coup, il aborde aussi le fait de reconnaissance, entre guillemets, parce que le métier d'auteur, c'est pas forcément un métier où t'es reconnu dans la rue, ou je sais pas quoi, tu vois. Et si tu cherches à être reconnu, et bah du coup, peut-être... à l'instar de ce qu'il disait, bah, tu vas privilégier faire tes vannes toi-même, et du coup, bah, ça va pas forcément marcher, quoi. Tu vois. Donc, il y a tout, comme tu le disais aussi dans ton édito, il y a le truc de le mec, c'est un gars caché, tu vois. Je me suis posé une question, je me suis dit, là, le mini-scénario que j'ai fait en édito, je pense qu'on a tous déjà vu, ou quoi, je sais pas, une série, un film ou quoi, où vraiment, si le mec est scénariste dans le film ou la série, il est un peu comme ça. Tu sais, il y a un peu ce truc-là c'est mystérieux. Mais attends. Les gens qui écrivent ça, c'est eux-mêmes des auteurs. Oh, Inception. Inception total. Non, mais tu vois, alors peut-être qu'il y a un truc un peu... Bon, après, bien sûr, c'est pour romancer, si le mec est très chill, normal. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'il y ait des scénaristes qui écrivent ça. Tu vois, c'est un peu Inception. On tient un truc, là. Les cordonniers seraient-ils les plus mal chaussés? Et pour parler de reconnaissance, j'aimerais te mettre un petit extrait et t'en parler après. Yes. And the winner, Joseph L. Mankiewicz. Alors là, on est en 1942 et c'est l'Oscar du meilleur scénario qui revient à Herman Mankiewicz. Alors c'est qui Herman Mankiewicz? Je sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a un film justement de Fincher qui est sorti qui s'appelle Manque, qui retrace la vie de cette personne, à la fin de sa vie, on va dire. Et c'est juste le scénariste de Citizen Kane, qui est vu comme l'un des plus grands films de l'histoire par de nombreux sites, etc. Et en fait, il a une histoire particulière parce que Manque, comme dans le film, je sais pas si vous l'avez vu chez vous, je sais pas si vous l'avez vu toi, il est un petit peu la risée d'Hollywood parce que il boit, il a des addictions à toutes sortes d'alcool, au jeu et tout ça. Et donc du coup, parallèlement, il écrit beaucoup de films, de scénarios. Il a écrit en tout, sur sa carrière, il en a écrit plus d'une centaine de trucs. Il a été à l'origine d'une vingtaine de succès de films muets. Et là, pour la première fois, il gagne l'Oscar, pas parce que les autres c'était nul, mais parce que c'était une des seules où il était crédité, parce que réalisé par Orson Welles, qu'on connaît. Et il y a eu un gros bras de fer. Parce que Orson Welles voulait que ce soit lui qui ait le nom, en fait. Un scénario, il voulait que ce soit écrit Orson Welles, alors qu'il n'a rien fait. Alors au final, ils gagnent tous les deux l'Oscar du meilleur scénario. Ils sont co-scénaristes, entre guillemets. Mais c'est que Mankiewicz qui est scénariste, tu vois. Je trouve ça dingue qu'il y a des... c'est lui qui a écrit, pourquoi tu veux prendre son nom, tu vois. Je comprends pas le délire. C'est un peu comme dernièrement avec ce que j'allais dire, Eiffel, le film qui sort en août prochain sur justement la tour Eiffel. C'est un projet qui date de 20 ans et c'est Karine Bongrand qui l'a écrit, et pourtant elle n'avait pas trop le droit d'être sur les trucs de tournage et tout ça. Et puis c'est un projet qui est allé de main en main, qui est allé aux États-Unis, qui est passé notamment par Besson, Luc Besson, exactement, qui voulait justement pareil que ce soit lui qui l'ait écrit. Alors c'est pas toi qui l'as écrit, enfin je comprends pas, tu vois. Ce qui est assez fou, c'est que l'histoire que tu racontes sur Manque, ça date de 1942 si je m'abuse, donc avant en plus, et là donc on est en 2021 et on est toujours au même point, donc c'est un peu délicat cette espèce de reconnaissance un peu étrange finalement. Pour continuer un petit peu sur ce thème de la reconnaissance, j'avais vu une interview de Vincent Lindon, un grand acteur français, sur Combini aussi, où on lui posait diverses questions, et comme à son habitude, il digresse un petit peu, et il parle justement de comment sont rémunérés les scénaristes aujourd'hui. On écoute. Aujourd'hui, on paye un scénariste extrêmement peu pour écrire un synopsis. On leur donne 3 balles pour écrire une V1, on leur donne 5 balles pour une V2, 12 balles pour une V3, et on lui dit, et tout le reste, tu le toucheras si le film se fait. Et il touchera beaucoup plus quand il mettra en scène. Pour un peu qu'il soit metteur en scène et auteur, c'est quoi le réflexe? C'est je vais vite écrire, puisque je suis payé 2 balles, pour vite me retrouver sur le plateau, où je vais prendre le pactole. Alors que si on disait au réalisateur scénariste que tu écrives ou que tu tournes, voilà combien j'ai décidé de te payer pour ton écriture et ton film. Et donc là, on a envie de rentrer à la maison et faire, tu sais quoi, je vais écrire pendant 10 mois, après je vais préparer et je vais tourner, puisque de toute façon, je suis payé pareil que j'écrive ou que je tourne. Si les scénaristes étaient plus respectés, je pense que le cinéma serait de meilleure qualité.
Après cette petite explication, moi personnellement j'ai été plutôt surpris, voire choqué. Et après voilà, on peut aussi se dire bon, c'est peut-être pour ça que finalement certains scénarios peut-être sont pas aboutis, peut-être semblent être inachevés, parce que aussi peut-être qu'il y a une personne qui a écrit d'abord le séquencier, puis ensuite c'est passé dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans plein de mains et tout ça, quoi. Exactement. Donc alors que voilà, comme il le dit si bien, si peut-être on donne un timing à un auteur, réalisateur, pourquoi pas, en tout cas un groupe de personnes pour dire là vous avez ce temps-là pour écrire, réaliser, donner le film, vous t'organisez différemment. Ça me fait penser justement, c'est pour ça que des fois il y a peut-être des films qui sont un petit peu dépassés, parce que ça se trouve le scénario il a été écrit il y a 10 ans et dans l'humour d'aujourd'hui ça passe plus, tu vois. Et tu te dis putain mais ça il y a 10 ans, ça a 10 ans de retard, tu vois. Et je pense que du coup c'est lié. Et du coup, je vais rebondir dessus sur un auteur, réalisateur, etc. que j'aime beaucoup et qui a fait de la scène. C'est Albert Dupontel. Voilà, moi, lui, on voit sur ces différents films qui sont quand même assez différents, mais avec une patte assez similaire, finalement. Il signe tous ces films. Mais on sent une évolution, tu vois. Tu prends les Bernie qui se rapprochent de ses sketchs et tout ça, avec son personnage. Dernièrement, Adieu les cons, ça a rien à voir, et là, ça suit plus de l'actualité, et c'est un film il est génial. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne se considère pas comme un auteur de comédie. Ok. Il se considère même pas comme un auteur. Ah, pas mal. Quand j'ai envie de raconter l'histoire, je me dis pas cherchons un sujet de comédie, cherchons un truc drôle, pas du tout. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de raconter? Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te touche? Et ça, c'est facile. Moi, j'ai un tempérament assez mélancolique, donc les sujets de drame abondent. Et après, je me dis, je crois que là, il y a un moyen de le raconter élégamment. Élégamment, sous-entendu avec humour, quoi. Voilà. C'est comme ça que je procède. Et je ne me considère pas comme un auteur, et encore moins comme un auteur de comédie. Les auteurs de comédie, il y a des gamberges particulières. C'est des mecs qui ont des pitchs, des mecs qui ont des... Il y a un truc, c'est une industrie mentale, l'auteur de comédie. Mais très fort, hein. En France, il y a Weber, il est très fort, il fait des trucs vraiment... Et je ne procède pas du tout comme ça. C'est vrai que tu prends ces films, dernièrement, on part sur une histoire dramatique, tu vois. Pourtant, on n'est pas sûr, on va pleurer pendant toute la séance, parce qu'on quand même on rigole, il y a les personnages, ils apportent des touches d'humour, il y a des gags et tout ça, visuels, cartoonesques et tout ça, mais on part quand même sur un constat pas franchement joli. Hein. Non, vraiment pas, ça sur commence pas très bien. La mort, sur l'abandon et tout ça. C'est ça. Et donc, j'aime bien la façon dont il amène ces choses, et sans pour autant se considérer comme un auteur, parce que c'est vrai que là, il en parle justement des auteurs de comédie, il y en a plein. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, comme juste avant cité, et voilà. Et après, c'est une fois les auteurs, ils ont aussi ce truc de s'imprégner de pour qui ils écrivent, quoi. Parce qu'ils sont au service de quelqu'un, hein. Généralement, les auteurs, c'est rare quand un auteur écrit pour lui-même. Ça se fait au début, je pense, parce qu'il faut se faire connaître, ou je sais pas. Mais au bout d'un moment, t'écris pour les gens, et donc je sais pas, tu veux écrire pour une série, un polar, et tu vas te mettre à faire une écriture peut-être plus suspense et tout ça, mais tu peux très bien t'adapter et faire de la comédie burlesque et tout ça, deux choses qui n'ont rien à voir, parce que tu travailles pour quelqu'un, et c'est ça aussi la richesse d'un auteur, c'est d'être un peu caméléon. Et moi j'aimerais une petite ref spéciale française, parce qu'on parle aussi pas mal de scénaristes américains qui font tout et tout ça. C'était aussi un petit clin d'œil, parce que Jean-Pierre Bacri nous a quittés il n'y a pas si longtemps, et il faut savoir que c'est quand même un très grand auteur, un très grand co-auteur avec Agnès Jaoui, où ils ont eu beaucoup de prix, et ils parlent justement de l'inspiration et on peut dire de la page blanche. On s'intéresse naturellement au monde tel qu'il est, et tous les jours, je veux dire, on est concerné. Moi je me sens concerné. Moi je dirais qu'il y a toujours un moment où on se demande est-ce qu'on a quelque chose à dire, est-ce qu'on est toujours inspiré, est-ce qu'on est toujours au courant, est-ce qu'on n'est pas des vieux schnocks en train de rêver, mais ça à la fois ça nous permet de nous remettre en cause et de rechercher à être juste et à raconter quelque chose. J'aimais bien mettre cet extrait maintenant, parce que ça regroupait un petit peu tout ce qu'on avait dit sur s'inspirer de la vie, tout ce dont on a parlé, aussi le travail en équipe aussi, parce que on voit que les deux ils travaillent très bien ensemble, et puis c'est souvent, il y a comme ça souvent des duos qui se forment parce qu'ils sont souvent amenés à travailler ensemble, et des duos où ça matche bien parce qu'ils arrivent à dire à l'autre non, ça c'est nul, et on passe à autre chose, et l'autre qui reçoit non, c'est nul, fait ok, c'est nul, et il passe à autre chose. Je fais un petit bilan par rapport à ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Alors entre Dupontel, entre Nolan, entre Jaoui Bacri, etc.,
je remarque qu'en fait, tout ça, ce sont des personnes qui écrivent des histoires originales. C'est-à-dire des créations, quoi, vraiment, qui sortent de leur esprit. Et c'est, alors peut-être pas de moins en moins, mais quand vous regardez, quand vous allez Après, ils ont Nolan et tout ça, et je crois qu'ils se sont aussi inspirés des fois de livres ou d'histoires réelles. Ouais, et puis même, il y a beaucoup d'inspirations enfin, j'entends souvent dans des interviews et tout ça qui disent j'ai lu ça dans le journal et puis ça m'a dit ça m'a fait penser à une idée. C'est pour ça que de m'être inspiré d'une histoire vraie au début, maintenant c'est quasiment tout le temps vrai, dans le sens où ça part toujours d'une histoire vraie, de quelque chose que nous on a vécu ou quoi. Mais de là à créer vraiment tout un univers de magie, de rêve, tout ce que vous voulez, ça je trouve ça très fort. Et dernièrement il y a un film qui m'a fait vraiment cet effet-là, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos, où je trouve qu'il a clairement réussi à créer un univers où pendant 2 heures on n'est plus là du tout et on se fait happer par un espèce de monde fraîcheur. En fait. Et pour boucler la boucle avec le début, je trouve vraiment que là le cinéma récupère sa part de magie. Alors je me suis intéressé un peu à Nicolas Bedos et je me suis dit tiens, comment il écrit, parce que je veux dire ça fait plusieurs fois, même sur Monsieur et Madame Danelman, encore une fois on était dans une histoire de magie un peu, quoi, je veux dire on se fait happer. Je me suis dit tiens, comment il écrit, et puis il a répondu dans une interview. Pour la petite histoire qui n'intéressera personne, je l'ai beaucoup pensé avant de l'écrire en nageant, parce que j'allais faire de la natation le matin à côté de chez moi, en roulant, en scooter, en écoutant de la musique comme toujours. Et avant de taper la première ligne, il faut que le puzzle se forme dans ma tête, que quelque chose se dessine. Et il y a un moment où tu te dis go, passons à l'écriture. Je suis assez excité pour pouvoir pondre 100 ou 120 pages ou 130 pages de cette histoire-là. Et j'irai au bout parce que j'ai des rendez-vous qui me passionnent suffisamment. J'ai suffisamment comme un panier dans lequel il y aurait assez de victuailles. Je trouve ça intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire d'attendre que ça nous déborde. Et le moment où ça nous déborde, ça veut dire que c'est le moment d'écrire la première phrase et le premier mot. Et derrière, effectivement, on a tellement le puzzle qui est fait dans sa tête, parce que si ça nous déborde, ça veut dire qu'on est chargé de plein de choses. Et qu'il y a forcément des moments, ce qu'il appelle des rendez-vous, des moments d'écriture, on dit de toute manière, pour aller de là à là, c'est juste ça qui va me manquer. Mais sinon, je sais que je vais aller de là à là. Ouais, et en fait, ce de là à là, et ensuite de là à là, va t'amener à la fin de ton film, quoi. Et je pense qu'on a fini cette première partie. Écoute, j'ai l'impression qu'on est pas mal sur cette première partie. Qui c'est qu'on a comme invité? Alors écoutez, pour cette deuxième édition, nous n'avons pas un, mais deux invités. Et on est très très fiers d'avoir eu ces 2 invités pour notre deuxième édition. Il s'agit dans un premier temps de Martin Darondo, qui est un jeune auteur qui a écrit très récemment des sketchs avec Bertrand Huskla pour Brut, qui a fait un grand carton sur les réseaux et sur Canal et sur tout ce que vous voulez. Vous allez retrouver de toute manière, comme vous le savez, l'interview ensuite en entier. Là, vous allez avoir droit à quelques petits extraits, mais ensuite vous aurez l'interview en entier. Et nous avons une deuxième personne, Romuald, que je te laisse annoncer. Qui est un certain Navo, qui fait partie, vous l'avez entendu, de mes propres refs. Donc ça, c'est un grand plaisir de l'avoir rencontré. C'est clair. Et donc, il a écrit notamment, on en a parlé tout à l'heure, Bloqué, bref. Serge Le Mito, pour ceux... le spectacle de Cannes et de nombreux spectacles. Lui, c'est vraiment, pour le coup, auteur, quoi. Ouais, exactement. Donc, Martin Darondo, il était aussi comédien. Metteur en scène. Et donc, on vous laisse... l'écouter, et c'était un grand plaisir pour nous, on les remercie encore. Et comme le veut maintenant la tradition, on leur a posé la question, c'est quoi ta ref? Et le premier à s'y coller, c'est Navo, suivi de Martin Darondo. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Mais il y a des gens qui ont vraiment une réponse à cette question? Non, c'est pour ça. Ok. C'est dur comme ça, tu fais cette question-là d'abord. Je galère un peu et après, je me sens mieux. Exactement. Ok. C'est particulier parce que moi, j'écris beaucoup avec d'autres gens. Donc en général, mon inspiration, elle vient des autres. Ah, tu t'inspires des autres? Elle vient de la vie des gens avec qui j'écris, quoi. Ouais. Surtout dans le stand-up. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur life. Et après, je dis, c'est très inspirant, le fait que toute ta famille soit morte, tu vois. Je dis, ça m'inspire quelque chose. Donc du coup, j'ai pas vraiment de... Parce qu'après, c'est bateau, tu vois, quand tu dis, tu fais du stand-up, c'est qui tes inspirations? C'est les gens qui font du stand-up. Donc, en fait, il y a plein de gens que j'admire, mais je sais pas s'ils m'inspirent. Après, j'imagine que les gens doivent inspirer d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois... Moi, quand on me dit un humoriste que je kiffe américain, je dis Anthony Jeselnik. Ça me fait autant kiffer parce que je suis un auteur et que d'habitude, j'arrive un peu à voir venir une blague et que lui, tu peux pas le voir venir. Avec un tour de magie, quoi. Ouais, il fait vraiment un tour de magie, mais limite, tu dis, mais je pense que
tous les auteurs disent Anthony Jeselnik il est trop fort parce que il peut commencer. En fait, tu peux mettre toute sa phrase et pas le dernier mot. Tu fais pause, tu réunis des auteurs, ils réfléchissent pendant 5 heures, ils essaient de trouver le dernier mot, et comme il arrive à faire des bascules complètes sur le dernier mot ou on va dire la dernière expression, il est imprévisible. Et comme le rire c'est de la surprise, quand t'es auteur, t'es moins surpris. Donc quelqu'un qui te surprend, tu l'adules et l'idolâtres. La vie peut être drôle parfois, non? Comme je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment, mais plus tôt cette semaine, j'ai reçu un des plus grands appels téléphoniques de ma vie. Et puis, à peine 5 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, me disant que mon père était à l'hôpital. J'ai dit, ouais, je viens de l'entendre. En fait, il y a 2 choses, il y a les rêves et les inspirations. Et je pense que le plus important, au-delà des rêves, c'est les inspirations. C'est ce qui te donne des idées, ce qui te donne envie de faire. Et les inspirations, elles sont pas que cinématographiques. Elles le sont, bien sûr, et c'est ce qui fait partie des références. J'aime beaucoup Scorsese, j'aime beaucoup Guy Ritchie, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais dans l'humour, j'aime beaucoup les Monty Python. C'est des choses, quand tu vois gamin, forcément, t'adores les nuls, pareil, j'ai regardé les nuls toute mon enfance, ou Didier, tu vois, c'est des films, ou Le Père Noël est une ordure, c'est des films, Didier, Le Père Noël est une ordure. Les mêmes rêves. Ouais, non mais tu vois, mais moi c'est 2 films que vraiment, genre j'avais une cassette chez moi, et genre, je la mettais, je regardais 20 minutes, je mettais pause, j'allais manger, je revenais, je regardais la suite, quand c'était fini, je revenais au début, je recommençais, enfin, vraiment, je les connais, c'est 2 films que je connais vraiment par cœur. Donc il y a les références, et il y a les inspirations. Les inspirations, elles sont au-delà du cinéma, comme je disais. Elles sont dans la vie, ça peut être de la musique, ça peut être des tableaux pour certains, ça peut être des expériences de vie tout simplement, des trucs, des faits divers aussi. Moi je sais que j'ai des courts-métrages que j'ai écrits parce que l'idée m'est venue d'un fait divers. Je me suis dit putain mais c'est débile ce truc, il faut en faire une histoire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Par exemple, mon premier court-métrage, Troc-Mort, je rentre un soir chez moi et j'ouvre internet. Et je vois une news qui dit 2 croque-morts se font enlever leur corbillard parce qu'ils étaient garés sur une place handicapée. Je me dis ils sont vraiment débiles ces croque-morts. Et je me dis c'est super drôle en fait d'avoir des croque-morts gauche à qui il arrive que des merdes. Et donc j'en parle à Julien Labigne, mon co-auteur. Et je lui raconte l'histoire, et il se marre et on part de ce truc là. Après on raconte autre chose, on raconte pas du tout des croque-morts qui... Enfin, on raconte des croque-morts, mais pas sur une place où ils se font enlever leur corbillard, mais en tout cas qui perdent leur cercueil, etc. Et donc on est parti de ce fait divers pour raconter une histoire. Moi, on m'appelle le spécialiste du trou de balle, monsieur, dans le métier. Ouais. Alors si vous respirez encore là, c'est parce que j'ai décidé d'en rester au préliminaire, tu vois. Si on prend de quand j'étais petit, les gens qui m'ont donné envie de faire des blagues, c'était les trucs qui faisaient rire ma mère. Et donc du coup, c'était des proches, Coluche, ce genre de trucs. Donc ta rêve, c'est aussi ta mère aussi. Est-ce que c'est ma mère, c'est une rêve? Non, ma mère, c'est la personne... En fait, j'ai une théorie. Je commence direct. On sort le paperbot. Allez, c'est bon. Si tu arrives à te rappeler de ce qui te faisait exister quand tu étais petit aux yeux de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé, il y a de fortes chances que tu existes toute ta vie par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est la première fois que tu as existé. Donc, si je disais un truc un peu malin ou un peu drôle, j'existais. Tu vois, ma mère se retournait en disant pas mal pour un enfant de 6 ans ce que tu viens de dire. Et je pense que je teste souvent avec des potes, je peux tester avec vous, c'est genre en gros tu essayes de créer une situation, genre si t'as été élevé par ta mère elle est en train de faire autre chose, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire ou dire pour qu'elle se retourne et que tu réexistes. Parce que je pense que quand t'es petit, tu sais pas trop si t'existes, tu vois, t'es là, tu fais, j'existe ou pas? Je suis juste un truc qu'on nourrit et à qui on dit va dans ta chambre, tu vois. Et donc je pense que du coup, ma mère n'est pas une ref ou une inspiration, mais du coup, je voyais bien que si j'arrivais à dire un truc un peu malin ou un peu rigolo, j'existais. Et en fait, ce que tu dis par rapport à ta mère quand tu étais plus jeune, tu fais avec les mecs avec qui tu bosses aujourd'hui peut-être? Je fais avec tout le monde. Okay. C'est que j'ai à cœur, le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est de me dire ah c'est pas con ce que tu viens de dire, ou ah c'est marrant ce que tu viens de dire. Et je pense que ça vient de cette époque-là. Tu as tes rêves, tes inspirations, mais est-ce que la vie de tous les jours t'inspire aussi? Plus que tout. Ouais. Plus que tout. Mais plus que tout. Je te dis, les rêves... Oui, les rêves c'est cool parce que tu dis j'adore ça, donc tu forges un petit peu, tu délimites un peu ton univers peut-être grâce à ça.
Mais ce qui t'inspire vraiment, c'est la vie de tous les jours. C'est les gens que tu rencontres, les histoires qu'on te raconte, ce que tu vis, tes tristesses, tes bonheurs. Pareil, si tu dois préparer par exemple un rôle, genre, parce qu'on va rappeler que t'es acteur aussi. Ouais. Quand tu dois bosser un rôle ou que tu dois te charger de quelque chose au niveau actorat, tu t'inspires pareil, tu regardes pareil, ou alors pour écrire, peut-être c'est un peu différent. Non, tu regardes plus des personnes, forcément, quand tu crées un rôle. Après, t'essayes aussi, quand tu crées un personnage, enfin, en tout cas pour moi, c'est de pas forcément dire tiens, il faut absolument que j'amène, faut que je fasse ça. Et du coup, il faut absolument que ça soit loin de moi. Moi, je trouve ça aussi intéressant de partir de soi, de partir d'un truc très petit, de réussir à ressentir les choses, à comment moi je le ressens, et petit à petit, tu crées ton personnage et tu l'amènes par ça. Et si tout de suite, tu te crées un clown, si tu vois... Bon bah voilà, tu l'amènes tout de suite très loin et tu joues à quelqu'un. T'as pas une manière d'écrire? Ça va vraiment être au tac au ping-pong avec le mec avec lequel tu vas changer? Plus. Si je suis obligé, je suis obligé, mais moi je veux rien faire dans ma vie. Mon but c'est de rien foutre. Mais du coup, ouais c'est ça. Mais du coup, quand je me retrouve avec quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est ça qui me motive. Donc toi c'est en équipe quoi? Ouais, et encore plus pour les blagues, tu vois. Après, ça m'arrive, comme tout le monde, tu vois. À un moment, je pense à une blague, donc maintenant que c'est mon travail, je vais la noter. Mais c'est pas là que je suis le plus productif. Moi, je suis productif dans l'énergie du truc. Tu vois, là, par exemple, je bosse avec Thomas VDB. Du coup, je pars avec lui en rodage. Et c'est au moment où il commence un peu à répéter, à dire, tiens, je monte sur scène tout à l'heure. Je dis, mais tu pourrais dire... Vous avez vu la série de Tchernobyl sur la catastrophe à Tchernobyl? Je trouve le titre est bien trouvé. En fait, ça, c'est genre des blagues que tu trouves au moment où tu l'entends le dire, en fait. On a vu que tu as écrit pour... tu as fait une BD, tu as écrit pour des sketchs, des one-man, tu as écrit pour le théâtre. Maintenant, un petit peu le cinéma. Tu as fait Script Doctor pour le nouveau. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces univers qui sont assez différents? En fait, je pense que j'aime bien résoudre des problèmes. Tu vois, c'est limite, tu vois, si tu poses un sudoku là sur la table, je peux pas m'empêcher de regarder un peu en disant il y a peut-être moyen de le faire. Et donc, pour moi, tout est une espèce de sudoku, quoi. C'est que t'as des contraintes, t'as un truc, t'as une règle, et on dit vas-y, maintenant mets les chiffres. Faut que ça marche, tu vois. Donc que ce soit un film, une chanson, enfin peu importe, le fait qu'il y ait des contraintes, ça te met un cadre. Et mon besoin névrotique de résoudre les problèmes vit bien là-dedans. T'écris pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout en fait, j'ai l'impression. Est-ce que c'est la même manière de travailler pour chaque type? Ça part toujours d'une envie, ça c'est sûr. Ça part d'une envie et après en fait l'envie tu te dis tiens cette envie-là, ce truc-là, en fait c'est un court-métrage. Ou en fait ce truc là non ça c'est un long parce qu'il faut le temps de le raconter ou non ça faut le faire au théâtre parce que c'est génial et puis parce que ça va coûter trop cher de le tourner au cinéma donc faut en faire un truc au théâtre, on va pouvoir tout figurer tu vois. Tu dois avoir plein d'idées ouais c'est des... Et comment tu te dis celle-là, elle est pas si ouf que ça c'est l'idée elle-même qui te le fait comprendre à un moment je crois. Non mais tu vois parfois tu développes des trucs, t'as des idées, t'as vraiment l'impression d'être un génie. Et puis au bout de 2 jours, 2 semaines ou 2 ans, tu te dis en fait 2 ans, j'y arrive pas. Suer, ça arrive parfois. Ouais. Parfois t'as des projets, tu les tiens, alors tu fais pas que ça de ta vie, mais t'as des trucs qui tournent, tu vois, en fond, et puis tu te rends compte que tu t'es trompé, que c'est pas le bon truc. Mais c'est pas grave de se tromper. De recul, du coup, dans ce ouais, faut avoir du recul. Faut arriver à avoir de la distance par rapport à ce que tu crées, je pense. Faut s'entourer aussi, du coup. Faut être entouré de gens bienveillants qui vont te faire des retours intéressants, objectifs. Objectifs. Non, mais surtout bienveillants, quoi. Mais en parlant d'être bien entouré, on peut dire que t'as été pas mal entouré depuis le début de ta carrière. T'as été avec Jordi dans un premier temps, bien sûr. Le Beloc, avec Bertrand, Euskla, avec Léo Grandperret pour notamment le Nicole. Julien Labigne avec qui j'écris beaucoup aussi. Julien Labigne. Parce que j'ai toujours repensé que en fait c'est plus marrant d'échanger quoi. J'écris des trucs tout seul et tout, bien évidemment, okay. mais c'est tellement plus intéressant de créer un truc à 2. Alors à 3, c'est encore une autre écriture, à 4, à 5, j'en parle pas, mais c'est sûr que quand t'es 2, t'échanges, tu partages, et puis surtout, t'as une validation immédiate. Mais est-ce qu'il faut avoir le même univers? Il faut écrire le même projet, il faut écrire le même film. Parfois tu développes un projet, et ça m'est arrivé avec des co-auteurs,
on développe une idée, on se dit génial. Et en fait, au fur et à mesure, on travaille, on se dit mais en fait, on n'est pas du tout on n'a pas le même film en tête. Et est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais travailler, que ce soit derrière la caméra ou sur le papier ou Moi, j'aimerais beaucoup bosser avec un comédien qui s'appelle Philippe Robot. Lucas, mon grand, faut y aller là. Faut qu'on s'en aille. Allez, viens, putain, Lucas. Pardon, mon fils. Pardon, ça va, mon grand. Regarde, ça va, c'est papa. Excuse-moi, je t'ai fait peur, mon grand. Regarde, je t'ai amené ton diplôme. Il est là, diplôme. Et en fait, j'ai écrit un long métrage pour lequel il a dit oui, donc je suis super content. Donc le film n'est pas financé encore, mais quand on a coécrit le film avec Julien, vraiment, il y avait un acte. C'est un film choral avec cette comédienne. Et en fait, en écrivant, il y a vraiment un perso où on a dit ça, j'ai dit à Julien, j'aimerais vraiment que ce soit Philippe Robot. Quoi. Et du coup, t'as écrit pour lui. Quand j'ai écrit, je pense à lui, ouais. Okay. Vraiment, tu vois, en écrivant, très souvent, moi, je sors les répliques, je les joue et tout, et j'imaginais lui. Et puis quand t'as des images mentales, j'imaginais vraiment Philippe Robot. Et ça t'arrive souvent, du coup, d'écrire pour quelqu'un, ou tu te dis, j'écris et le comédien va s'adapter? Ça dépend. Non, ça dépend des projets. Il y a des projets où tu écris vraiment pour quelqu'un et c'est beaucoup plus facile. Ouais. Typiquement aussi dans Foutu pour Foutu, il y a deux rôles qui sont les rôles de Zach et Edouard, qui sont deux bras cassés. C'est les mêmes personnages et c'est les mêmes comédiens, Marc Rizzo et Nicolas Martinez, qui jouaient dans Croque-Mort, mon premier court-métrage. Donc en fait, ça a été pas simple, mais tout de suite, je savais quels étaient les personnages, je savais quelles étaient leurs failles, leurs histoires, leur manière de parler, de se mouvoir. Et oui, forcément, tu gagnes un peu de temps, quoi. Tu préfères prendre les mecs pour ce qu'ils savent faire, ou plutôt, parfois, peut-être pas un contre-emploi non plus, tu vas pas prendre... Voilà. Non, je préfère prendre les gens pour ce qu'ils savent faire. Ok. En fait, quand j'écris une histoire avec typologie de personnage, en fait, j'imagine quelqu'un qui lui ressemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me dis pas, tiens, je vais prendre lui qui n'est pas du tout ça, etc. Enfin, je trouve ça compliqué, en fait. Et je vois pas bien l'idée du challenge de faire ça. Ouais. Soit il y a un comédien vraiment que je trouve fantastique. Je tourne avec DiCaprio. Ouais. Et je sais que le mec il sait tout faire. Qu'est-ce que tu veux Bryan Cranston, il sait tout faire. Et je me dis bon bah ok, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon de me dire tiens, je vais me compliquer la vie. Ouais. C'est un challenge de comédien finalement. Et toi en tant que comédien, est-ce que tu aimerais jouer quelque chose de différent? Oui, j'aimerais bien jouer des trucs différents, des trucs pas forcément de la comédie, oui, bien sûr. Mais j'ai pas le rêve du Chao Pantin, quoi. Enfin, tu vois, je m'en fous, quoi. Non, mais je veux des histoires, je veux des personnages qui me plaisent, je veux des histoires, des trucs que je peux défendre. He's fucking insane. Do you know what the definition of insanity is? No. Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. It's the inability to love. En tant qu'auteur, c'est quoi la part d'improvisation que tu laisses? Est-ce que tu aimes bien Serge Le Mito, c'est complètement improvisé. Enfin, c'est de l'impro guidé, quoi. Donc Jonathan, lui, c'est le meilleur improvisateur d'histoire du monde pour moi. Et donc avant les sessions de tournage, on se faisait quand même des petites réunions, mais juste on lui disait alors Serge, ça va en ce moment? Il partait dans un truc, on notait en scred, parce que l'idée c'était qu'il oublie. En gros, faut pas parce qu'en gros tu perds du naturel. Et une fois qu'on était en tournage, si à un moment il patinait, on disait mais sinon on fait le truc du jus de citron là. Et ça, tu sais, ça lui remet un truc, mais il sait plus exactement. Donc il se retrouve en impro, mais avec des éléments dont il se rappelle un peu, mais il sait plus comment il y allait. Il dit, mais bon, vas-y, je vais mettre un ninja. Et donc on arrive à avoir un... Et donc il improvise pendant à peu près 1 heure. C'est-à-dire que la première fois, il part en freestyle, il fait ce qu'il veut. La deuxième fois, il essaie de refaire la même chose, ou une autre proposition s'il n'est pas content de ce qu'il a fait. Mais il essaie de refaire la même chose en rajoutant un peu des blagues. Et la troisième fois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts, la troisième fois, il repart sur cette impro, mais Kian et moi, on peut le couper et rajouter des blagues. Donc il repart, sauf qu'à tout moment, là, on sait, on a suffisamment de matos de lui qui parle avant, on peut le couper en plein élan pour dire ouais, mais le ninja, il avait qu'une jambe. Et en fait, c'est lui qui, tu sais, il dit ok, ouais, pas mal. Donc là, le ninja, il avait qu'une jambe, frère. Tu vois, et il repart. Et ensuite, au montage, moi, je faisais le premier montage parce qu'on s'est rendu compte que le montage, c'était un truc d'auteur. Parce que tu as 1 heure d'impro de Serge, tu dois en tirer à peu près 8 minutes cohérentes. Donc tu peux pas dire à un monteur bah mec, choisis. Voilà, t'as 1 heure de Jonathan qui parle, choisis ce qui est le mieux. Donc t'avais le monteur qui d'abord me faisait une version où il y avait tout dedans, mais en enlevant les moments où on parle, les moments où c'est coupé, etc. Puis après moi, je faisais une version très large où je mettais tout ce que je trouvais marrant et qui me paraissait cohérent. Et ensuite, on faisait une version avec Kian et Jonathan
pour avoir l'épisode final. Donc du coup, c'est un peu comme si on écrivait en impro avant, on écrivait en impro pendant, et puis on écrit au montage en restructurant le propos pour qu'il redevienne cohérent, vu que ça partait dans tous les sens. Allez les gars, moi j'ai arrêté les cours à 16 ans, pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours. J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours. J'étais en troisième B. Troisième que des beaux gosses. J'étais vraiment un playboy. C'est comme si la nature, frère, elle avait mis tous les ingrédients pour faire un chef-d'œuvre. J'étais tellement beau gosse. Et à un moment donné, les Roms, elles allaient chercher leurs enfants. Et il fait c'est ton copain, le petit jeune, là. En tout cas, tu lui dis que s'il veut venir manger à la maison, il n'y a pas de problème, hein, pour le pépon. Oups. Mais on kiffe bloquer Serge de fou. Moi, je sais que j'ai une préférence personnelle pour Bref. Et je me suis refait tous les épisodes genre en une après-midi. Et clairement, en fait, c'est ce que j'ai remarqué, que j'avais un peu remarqué, mais pas à ce point-là, c'est que ça peut faire un long métrage si tu vraiment les regardes tous d'un coup. Parce que bien sûr, il y a un fil rouge, il y a le même personnage qui revient avec d'autres qui font des réapparitions. Vous aviez pas toute l'histoire au début, c'est à la base de base. Non, on l'a fait en 2 fois. D'accord. Donc on avait jusqu'à ce qu'ils s'embrassent avec cette fille. Et après, quand on a su qu'on renouvelait pour 40 nouveaux épisodes, 42 finalement, parce qu'on a fait 40 puis 2 pour fermer, bah là en fait ce qui se passe entre les 40 premiers et les 40 suivants, c'est qu'au bout des 40 premiers, on sait que les gens nous suivent, donc on sait qu'on peut aller un peu plus loin et faire des choses plus feuilletonnantes, avec des épisodes qui suivent, etc. Parce que c'est hyper relou de le faire quand les gens te suivent pas. Et tu dis, bah, s'ils tombent sur l'épisode 3 d'un truc en 4 épisodes, c'est relou. Donc on avait suffisamment de gens qui suivaient assidûment le programme pour qu'on se permette de faire un truc un peu plus feuilletonnant. Et vous avez eu un peu plus de moyens aussi, non, sur les 40 après ? Ouais. Pour pouvoir, sur du fond vert à fond et tout, enfin je sais que dans le making-of, il y a parfois des journées que vous tapiez... parce que l'épisode notamment où il retrouve Marla dans son imaginaire, genre à New York, tu sais, comme ça. Là, ça avait l'air d'être quand même une organisation de ouf. Pour le coup. Ouais. Mais c'est ça qui était marrant, c'était de mettre en là. place tout ça pour une séquence de 10 secondes, quoi. C'est ça qui m'en fout. C'est pas frustrant ? Bah non, justement, je trouve que c'est classe. C'est classe. Tu vois, en fait, c'est un choix, c'est de dire, attends, dans mon film, il peut y avoir Tom Cruise. Qu'est-ce qui est le plus stylé ? C'est qu'il fasse un livreur de pizza, genre tout le monde bug. Le mec il ouvre la porte, le livreur de pizza c'est Tom Cruise, il fait ouais merci, casse-toi. Est-ce que c'est plus kiffant que d'avoir Tom Cruise pendant 10 minutes qui fait un show ? Tu dis ouais, je crois que c'est encore plus marrant, juste il ouvre une porte et il part, quoi. Ouais, j'ai envie que Tom Cruise il fasse pizza. Et enchaîné sur l'écriture de Brut, vous aviez une espèce de... Alors, une pression, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, un timing à respecter pour sortir les vidéos. Et c'est super bien le timing, la deadline est super importante. Okay. Moi j'adore avoir des deadlines. Je ne suis jamais aussi performant qu'avec une deadline. Okay. Parce que tu sais que tu dois sortir un truc. Tu t'en fixes toi-même du coup les deadlines ? Oui, tu t'en fixes toi-même, mais c'est pas pareil. Enfin, tu sais très bien que c'est pas vrai. Donc ton cerveau il te dit ouais, je la connais celle-là. non, mais d'avoir une vraie deadline, c'est... Ouais, c'est en même temps ça fait peur et en même temps t'es obligé de faire. Donc tu fais. Parce que c'était très court quand même, Brut, pour écrire. Bah Brut, on écrit les lundis, mardis, pour un tournage le mercredi. Wow. Donc si le tournage est le mercredi, il faut savoir, il y a 2 épisodes à faire. Et il faut savoir que si tu tournes le mercredi, tu peux pas te permettre de finir le texte le mardi à 22h. Il faut... en gros, c'est lundi, écriture toute la journée. Et à mardi midi, les textes sont finis. Ouais, préparation. Voilà. Et puis... Après, c'est des mots à changer, mais voilà, mardi midi, c'est fini. Et, autre que quand vous écrivez, est-ce que quand par exemple tu reviens chez toi et fais ah mais ça pourrait rentrer dans Brut, est-ce que tu arrives à sortir un petit peu, de prendre du recul, ou t'es tout le temps dedans finalement ? Bah forcément quand tu fais enfin c'est pas une quotidienne mais c'est une bi hebdo, donc c'est quasiment pareil, t'es toujours un peu en veille. Et tu vois, on a un groupe WhatsApp tous les 3 avec les garçons pour s'envoyer des idées. On s'envoie des idées, des articles, on se dit tiens on pourrait parodier ça, on s'envoie des idées de vannes, on s'envoie des trucs. Donc oui, t'es toujours un peu en veille. Ouais. Mais c'est super agréable, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler sans travailler. Et les idées viennent toujours plus, je trouve, quand tu ne travailles pas. Et du coup, comment t'es arrivé sur le projet Brut ? Je suis arrivé sur le projet Brut. Bah, moi, je connaissais un peu Bertrand Huskla de loin parce qu'il était à Canal, donc on s'était identifiés, on s'était croisés, on a fait des sketchs ensemble, je sais plus. Voilà, et puis on a bossé ensemble sur un projet qui ne s'est pas fait pour Canal. Un projet Canal+ développé de programmes courts qui finalement s'est pas fait. Mais en tout cas on avait fait des pilotes et Bertrand Huskla et les Yes Vous Aime jouaient dedans.
Et en fait, en fin d'année dernière, en juin 2020, donc il y a un an, Bertrand cherchait un auteur en plus pour le tester sur la fin de saison pour la saison à venir. Et je crois que c'est lui qui a eu l'idée ou c'est quelqu'un du Studio Bagel qui lui a dit bah tiens, si tu veux, essayer de bosser avec Martin, machin. Et donc on s'est retrouvés, on a bossé ensemble, ça s'est bien passé. Et comme la fin de saison s'est bien passée, il m'a rappelé là en août dernier pour me dire bah écoute, si tu veux être en fixe avec moi sur l'écriture de Brood cette année, viens. Et j'ai dit bah écoute super. L'homme a toujours regardé vers les étoiles, hein. Ça lui a permis de se dépasser, de rêver à plus grand. La prochaine étape, ce serait bien sûr de coloniser Mars, qui a une température moyenne de moins 63 degrés. Mais bon, pour ça il faudrait considérablement y augmenter la température. Rien n'est impossible, hein. On est bien en train de le faire sur Terre. Pour revenir sur ton métier d'auteur, t'en penses quoi de la reconnaissance justement de ce métier? Parce que c'est un peu un métier vu comme un métier de l'ombre. Ouais, c'est un métier de l'ombre. Mais c'est un métier de l'ombre. C'est comme un mec, j'aime beaucoup le foot, c'est comme un mec au milieu de terrain qu'on va peut-être pas beaucoup voir, mais qui va donner. C'est pas lui qui marque les buts, mais c'est le plaisir de donner la balle, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi un vrai plaisir de donner les ballons. Ouais. Ok. Et il faut le savoir que tu seras moins en lumière que. Bah oui, que Bertrand par exemple, ou que Violon de Viande, machin, mais il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est très Après, dangereux. Vous être reconnu par ses pairs que reconnu dans la rue, non? Oui, enfin ce qui compte c'est d'être heureux, quoi. Enfin tu vois, ce qui compte c'est de. Non mais c'est débile ce que je dis, Christophe Maé, mais. Non mais tu vois, l'idée c'est d'être bien dans sa peau et bien dans ce que tu fais. C'est-à-dire que moi je suis très heureux de faire ça me fait marrer de le faire. Après il faut se battre pour que ce métier-là soit reconnu. Soit bien payé, soit voilà, évidemment, parce qu'il y a plein de scénaristes et d'auteurs qui se font avoir parce que très peu payés, parce qu'il y a plein de gens qui ne reconnaissent pas ce métier, contrairement aux États-Unis où quand même le métier est plus reconnu et mieux payé, etc. Mais voilà, ce combat-là, évidemment qu'il faut le mener. Mais après, la reconnaissance, d'avoir les lumières sur soi, ne fais pas ce métier-là si tu veux ça. Il y a deux choses. La première, c'est que je m'en fous. Donc, parce que justement, l'admiration, tu vois, la reconnaissance de Kian aura toujours plus de valeur pour moi que la reconnaissance de 1000 personnes que je connais pas. Mais en plus, je crois que je suis le mieux loti de tous les auteurs. Donc, non seulement je m'en fous, mais en plus, vraiment, je suis un auteur qu'on connaît maintenant, à force de. Surtout depuis un bon moment, tu vois, le podcast où on me voit. Et le fait que Kian est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant, qui passe son temps à saluer les équipes avec qui il travaille, à parler des gens avec qui il travaille, à force, j'ai l'impression d'être un auteur connu. Ce qui est hyper rare dans l'humour. C'est rare qu'on connaisse les auteurs, quoi. Ouais. Donc je crois que je fais partie des auteurs les plus connus. En tant que, je fais partie des gens dans l'ombre, mais que Kian, il n'arrête pas de mettre de la lumière sur moi. Tu vois, il s'écarte. Regardez, il est là. Mais c'est lui. Laissez-moi tranquille, il est là. Je ne serai rien sans lui. C'est lui qui est drôle. Les gens, voilà. Et en plus, ça me donne une espèce de statut chelou où les gens sont persuadés que je suis un génie incroyable. Alors que pas tant que ça, juste voilà, je fais des blagues. Laissez-moi tranquille. Ouais. Non, mais c'est même pas laissez-moi tranquille, c'est pas arrêtez. C'est juste que je pense que justement, ce côté, un auteur que tu connais, tu dis si on le connaît, tu vois, c'est que ça doit être un génie de ouf parce que les autres, je les connais pas. Ouais. Alors qu'au fait, non, si on me connaît, c'est parce que Kian, il dit mon nom. L'envie de faire un podcast, est-ce que c'est une envie aussi de se rapprocher du public ou Mon podcast moteur? Ouais, moteur, ouais. En fait, je vais vous dire, le podcast moteur, ça vient vraiment d'une envie. C'est-à-dire qu'à force de faire des soirées avec des potes qui travaillent dans ce milieu et qui ont des postes différents et qui discutent ensemble, et je me dis, c'est vachement intéressant comment, je dis n'importe quoi, le rythme de la comédie, comment mon pote Félix Guimard, réalisateur, en parle, et mon pote monteur Denis Hamelin en parle, et comment ils sont pas d'accord ou d'accord. Et... Ouais, c'est intéressant d'avoir sur un même sujet différents de chaînes de production. En fait, c'est vraiment venu de ça. Moi, c'est vraiment venu de deux potes qui discutaient en ce moment. Je me dis, putain, c'est intéressant. Et j'en ai parlé à Queenie Tassel, qui est une nana avec qui je travaille sur ce projet. Et on s'est dit, faisons-le pour le faire, parce qu'on pense que c'est intéressant. Du coup, on avait une question qui, je pense, elle est vite répondue. Est-ce que l'écriture, c'est une étape ou une finalité? Pour le coup, ouais, du coup, c'est une finalité. C'est ta finalité? Tu te dis, je veux faire ça toute ma vie ou ta finalité? Mais en fait, c'est les deux en même temps, parce que quand tu écris, c'est toujours une étape vers la chose que tu écriras après. Moi, en gros, dans l'humour, mon but, c'est d'être la personne la plus légitime pour faire travailler des gens ensemble. Parce que je pense que comme j'ai commencé avec
pas mal d'humoristes dans des trucs genre Jamel Comedy Club, etc. En fait, l'endroit où je me sens le plus à ma place, il y a la réal, parce que la réal, du coup, comme je disais, vu que j'aime bien résoudre des problèmes, quand t'es réal, ton travail du matin au soir, c'est de résoudre des problèmes. T'as que des gens qui arrivent en courant en disant mais le costume, on met lequel ? Et l'axe, on le fait comment ? Et cette lumière, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis là, ok, je vais résoudre tous ces problèmes car j'adore ça. Et à part, donc il y a réal, et sinon toute la DA, en fait, tout le fait de superviser et de permettre à des gens déjà marrants d'être parfaitement marrants et d'organiser le truc, c'est mon truc préféré. Et donc ça, c'est des étapes. C'est-à-dire que d'être co-auteur d'humoriste, puis après de devenir, tu vois, de bosser sur... on avait fait Derrière un micro, je fais un truc qui s'appelle Noir avec l'Européen, qui en gros, c'est des humoristes dans le noir. Là, il y a 60. Techniquement, je dis 60, c'est une étape. Ça veut dire qu'à chaque représentation, j'ai 60 artistes supplémentaires qui disent pas mal la manière dont il a agencé tout ça. Le problème un peu, du coup. Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a... Je pense que c'était inconscient pendant un moment et que là j'en ai pris conscience. Mon but, c'est de devenir quelqu'un de légitime auprès de tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu as un projet, tu me dis j'aimerais bien faire un projet avec machin, bidule et machin. Je te dis pas de problème, ils me connaissent tous les quatre et on va faire un truc chambé parce qu'on se connaît et qu'ils me font confiance et tu vois. Okay. Donc ça, c'est une étape, je pense, par contre. C'est quand tous les humoristes du monde sauront qui je suis, tu vois. Je pense qu'il y a un truc un peu à être Alain Chabat quand il fait Mission Cléopâtre. Je pense que tout le monde y va parce que c'est Alain Chabat. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Je pense que c'est un peu s'il y a une finalité, je pense que c'est celle-là. Plus vaste et plus somptueux que le César Palace, je demande à voir. On a vu que tu as touché presque à presque tout. Est-ce que l'écriture, c'est une étape ou une finalité ? J'écris parce que ça me fait marrer et parce que j'aime ça et parce que ça me plaît. Et j'écris des trucs que j'ai envie d'écrire. Et après, aller quelque part. Je n'ai aucune stratégie, on dirait un mec qui veut se présenter aux élections présidentielles et qui dit vous savez, je n'ai aucune stratégie, ce qui compte, c'est ma région. Non, mais c'est vrai, moi je fais les choses parce que ça me plaît. Et puis peut-être que dans 5 ans, 10 ans, je voudrais plus écrire et je ferai que de la production, ou je ferai que de la réal, ou je ferai plus que de la boulangerie, j'en sais rien. Ouais. Mais non, il n'y a pas de calcul, quoi. Est-ce que le cinéma. Sur grand écran, ça t'intéresse de ouf. C'est le but, ça pourrait être un but ultime pour un auteur, non ? Évidemment que c'est un rêve de faire un film. Tu vois, j'en ai écrit un, j'en ai écrit d'autres aussi en co-auteur, mais qui ne sont pas mes projets. Ouais. Je bosse avec Enya Barou sur son long-métrage. Évidemment que c'est un rêve de faire un film, parce que tu te dis putain, j'ai envie de le faire. J'ai fini le jeu. Non, c'est pas j'ai fini le jeu, parce que tu finis jamais le jeu, enfin tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça qui est génial. Mais évidemment que j'ai envie. Mais sinon il y aura d'autres choses, enfin tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Mais oui, j'ai envie. Pour boucler la boucle un petit peu, on te l'a dit, on va rencontrer Navo, et tu t'es fait connaître par une parodie de... Bref, ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on est rentré chez Canal avec Jordi. Ok, c'est avec cette ouais. En fait, Jordi connaissait Cannes, parce qu'ils avaient bossé ensemble sur France 4, dans une autre vie. et Jordi était très au fait de Bref. Il m'a dit, mon pote Cannes, que je ne connaissais pas, va faire un programme court sur Canal, ça sort bientôt. Il y avait une bande-annonce avec Michel Denisot et tout. Donc on était vachement prêts. On avait regardé vraiment les premiers Bref et tout, qu'on avait trouvé évidemment fantastique comme tout le monde. Bien sûr, je pense. Et très vite avec Jordi, on s'est dit putain, on pourrait faire une parodie, quoi. Et on a écrit ce truc-là très vite avec Jordi. L'écriture était ultra fluide de ce truc-là. Je me souviens toujours, on était chez un pote à lui. Et on l'a tourné, on l'a fait, etc. On l'a mis sur Internet. On n'avait pas de chaîne Internet. Nous, notre but, c'était pas... Enfin, tu vois, on savait même pas que c'était Norman, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Je sais même pas si Norman avait commencé, c'était en 2011. Là, j'avais envie de lancer le boomer pour chaîne Internet. Ouais. J'ai dit chaîne Internet. On va avoir de chaîne YouTube. Ouais, non, excusez-moi, les gars. Mais c'est pour vous dire à quel point, vraiment, c'était pas du tout dans nos priorités. Et en fait, j'avais écrit une pauvre chaîne YouTube, du coup, voilà. Et on avait balancé ça en disant, bah voilà, au moins on pourra le montrer à nos potes et on espère que ça marchera un peu. Et c'était notre première vidéo, et le truc est parti et tout, et a fait plus d'1 million de vues, machin, etc. Et Canal+ nous a appelé derrière ça, et on est rentré comme... Après, je sais pas, l'histoire est très longue. Est très longue de comment on est rentré chez Canal, mais c'est comme ça en tout cas qu'on est rentré chez Canal. Okay. Du coup, pour faire un lien, est-ce que tu aurais une question à poser à Navo ? Une question à Navo... Comment il peut être aussi toujours détendu avec tout ce qu'il a à faire ? Il a l'air toujours... Le mec, il est ultra chill, ultra cool.
Voilà. C'est marrant parce qu'il imagine que j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais j'ai rien à faire, frère. C'est parce que il a projeté sa vie sur la mienne. Ouais, moi j'ai pas broute. Hein. C'est bon, j'ai rien. Non, j'ai rien à faire. C'est bon, c'est cool. Donc, franchement, non. Je suis bien loti. Hein. En fait, c'est des phases. Il y a des phases. Là, par exemple, vu qu'il y a eu une pandémie, tout le monde reprend en même temps. Donc là, j'ai Shirley Soignon, Sébastien Marx, Kian, Thomas VDB, Ambroise Xavier, tu sais, un peu qui retombent tous en même temps, même si c'est des projets plus ou moins avancés, donc il n'y a pas un taf de ouf. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a un peu un pic de. Il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, mais sinon, ça va. Hein, c'est pas. Je suis bien. Les phases les plus complexes, elles durent pas longtemps. En fait, si. Au moment où. C'est surtout avec Kian, au moment où on rentre dans un tunnel d'un programme court, là, ça prend toute la vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'au moment de faire Bref, pendant 2 ans, j'ai fait que Bref et ça s'arrêtait jamais. Là, ça s'arrête jamais, quoi. Maintenant, il faut sortir un DVD, il faut faire un menu. On fait un livre maintenant, ok. J'étais là, waouh, c'est un programme court, ça m'a pris 2-3 ans de ma vie. Mais sinon, le reste du temps, c'est surtout des pics, quoi. C'est que tout d'un coup, il y a une urgence, il y a un truc, allez, il y a une deadline. Et après, j'ai tendance plutôt à dire, bon, ça c'est fait. Allez, maintenant, je retourne jouer à la play, quoi. Super. Je te propose un petit jeu. Ah. Pour finir, on l'a appelé Est-ce que t'es plus drôle que toi ? Est-ce que je suis plus drôle que moi ? D'accord. J'aime bien déjà le titre de jeu. Ça m'intéresse comme titre de jeu. Et je tiens à dire que j'ai vraiment donné aucune ref. Donc j'adore cette émission. Voilà, c'est quoi ma ref ? Maintenant, vous êtes ma ref de faire un titre. On s'en va les couilles en fait au final. Franchement, c'est un peu ça. Non, parce que moi j'aime beaucoup ta BD pas dessinée. Ouais. Et ça marche en punchline. Donc ce que je te propose, c'est que je te dis ta début de vanne et tu dois la finir. Mais sans que ce soit la vanne d'origine. Si tu t'en souviens. Après, il y a des chances que je m'en rappelle pas. C'est pour ça. Alors, la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser. Bah, c'est bon, c'est marrant déjà. Ouais, c'était marrant. Là. La plupart des animaux, quand ils chantent, je veux te baiser. Mais c'est devenu un peu une classique. Ah non. Mais la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser. Parce que le classique, c'est du coup, tu vois, c'est pas du tout romantique d'écouter les oiseaux chanter dans une prairie quand t'es avec ta meuf, quoi. La plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser. Mais qu'est-ce que je dirais ? Je vais inventer une blague. Hein. Les animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux baiser. Ce qui les rapproche de Kyo. Ce qui les rapproche de tous les rockers. Ce qui les rapproche de tous les chanteurs. Ce qui fait de tous les chanteurs des animaux. Tu te rapproches un peu là. C'est ça ma blague ? T'es pas très loin. Non, mais la valide aussi. Hein. Ouais, on la valide de ouf. Mais... tous les animaux sont des chanteurs italiens, quoi. Tous les animaux sont des gros Julio Iglesias, je sais pas ce que j'aurais dit. Alors, la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser, mais quand ils veulent chanter, ils font quoi ? C'est moi qui ai écrit ça. Tu te fais rire, t'as vu ? Bah oui, tu sais, ça doit avoir 13-14 ans, ça. J'ai vraiment complètement oublié. Quand ils veulent chanter, ils font quoi ? C'est marrant, ça ressemble à une blague de moi-même qui me fait rigoler, qui est que dans les points de réflexologie, je sais pas si t'as déjà vu, tu sais, t'as des trucs où tu vois t'as les 2 yep avec tous les points de réflexologie, mais il n'y a pas les pieds. Donc pour moi, ça ressemble, c'est genre tu masses où si t'as mal aux pieds ? Parce qu'en fait, j'imagine vraiment la scène du gars qui dit j'ai mal aux pieds, le mec commence à masser, il fait pas à la rate. Mais non, là c'est le pancréas, arrête. J'ai mal aux pieds, je te dis. Fait là, non, c'est les yeux là. En fait, il n'y a pas le point pied sur le pied, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a pas le point. Peut-être faut masser la rate. Je sais pas. Là, je t'imagine trop dans les salons comme ça, mais. Il y a un problème. Il manque un pied quand même. Donc ça ressemble parce que du coup, tu masses où quand t'as mal aux pieds ? C'est ça. Alors, du coup, juste pour finir, là, c'est fini. On a l'habitude de finir par une rêve du futur. Donc, c'est ce qu'on a aimé, que ce soit complètement une peinture, un film, des acteurs, voilà, enfin tout ce que tu veux. C'est quoi pour toi ta rêve du futur ? Un podcast. Genre, qui est le futur, genre ? Ouais. Bah, ça dépend d'où on se place, parce que pour moi, ils sont dans le présent. Nous sommes en 1990. Non, forcément, le futur est en 2000. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire, si on se place à ma place, les gens que je connais, qui pour moi sont le futur, ils sont déjà le présent, tu vois. Mais tu vois, c'est comme Aurel quand il disait c'est nous le futur. C'est-à-dire que pour les gens qui écoutaient, c'était le présent. Sauf qu'après, quand il cartonne encore plus, il dit j'avais dit c'était nous le futur, il fait une sous-culture. Donc pour moi, le futur, typiquement, Ambroise Xavier, c'est le futur. Puisque les gens sont pas encore au courant de la puissance. Mais il y a des gars où, pour moi, pas suffisamment de gens sont au courant de la puissance, comme Yacine Bellous, qui est clairement le futur. C'est pour ça que c'est l'humoriste préféré des humoristes. C'est parce que tous les humoristes sont d'accord, mais en même temps, ils se disent, mais peut-être que le monde n'est pas prêt
Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète. Ok ? Les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats ne font pas de blagues. D'accord ? Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat, faire et l'autre faire coussinet, coussinet. On dirait un intro des Avengers. Ouais. Vous n'êtes pas prêt pour Yacine Bellous, laissez-leur encore 10 ans. Donc, ouais, c'est qui dans le futur Voilà, là, comme ça, là, puisque je bosse avec eux, je dirais Ambroise et Xavier, parce qu'ils font un truc qui est, pour moi, qui relève un peu du futur, parce que tout le côté méta autour du stand-up, autour de la scène, etc., ça fait un peu, tu vois, comme le non-film de Dupieux, qui, du coup, joue avec les codes du cinéma. Il faut que le cinéma, il préexiste. Sinon, dans le film, tu comprends rien. Si c'est parce que c'est un scénario, un casting, un perchman. Donc, il faut que la chose existe suffisamment. En fait, c'est intéressant de se dire, on arrive suffisamment loin dans le stand-up en France et dans l'humour sur scène qu'on peut faire des blagues sur les codes de ce genre. Ce qui prouve que le stand-up, c'est donc bien nous le futur. Puisqu'on commence à être le présent, donc les gens qui rigolent du stand-up en faisant des trucs méta sont dans le futur. Waouh. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci à vous les amis. C'est très cool. Merci. Mes rêves du futur, j'ai très envie de voir le nouveau film de Juliette Ducournau. Donc Juliette Ducournau, celle qui avait fait comment ça s'appelle, Grave. On en parlait juste avant que t'arrives. et là, son nouveau film s'appelle Titane, je crois. Okay. Quand j'ai vu la bande-annonce l'autre jour, je me suis dit wow. Ça parle de quoi je sais pas. Mais regardez la bande-annonce. Tu vois la bande-annonce, je me dis ok, ça c'est du cinéma. T'as vraiment envie de le voir. Donc j'ai très envie de voir ça. Un peu honteusement, j'avoue que j'ai vraiment découvert Bo Burnham il y a quelques semaines. Je sais pas si vous connaissez, de nom, moi, ça qui est me un parle. humoriste américain. Ouais. Et mes potes, justement, Ambroise et Xavier, m'en parlaient beaucoup. Et il a fait une espèce de spectacle concept qui s'appelle Inside sur Netflix. Je vous conseille ce truc-là si vous n'avez pas vu ça. Ouais, c'est du... Alors, je déteste dire c'est du génie, je trouve ça toujours insupportable, mais c'est brillant. Et bah, parfait. C'est super triste, mais c'est la fin déjà. C'est déjà la fin. Ouais, c'est déjà la fin. Bon bah trop bien, j'écouterai alors. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. De rien les gars. Voilà, c'était les deux interviews de Martin Darondo et Navo. On les remercie encore une fois de nous avoir reçus et nous avoir parlé finalement. Partagé quoi. Partagé, enfin, qui partagent ce qu'ils ont vécu et leurs sources d'inspiration, leurs rêves finalement. Et pour partir sur une note de légèreté, je te propose un petit jeu. Allez. Voilà, j'ai pris un pitch que tout le monde connaît, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ah tiens. Tu connais Ouais, Bienvenue chez les Ch'tis. Et je te propose de te lire entre guillemets le pitch si ça avait été écrit par d'autres. Philippe Abrams est un jeune Italien qui en a marre de ses trafics pas très légaux et décide de prendre une retraite anticipée sur la côte ouest. Mais son dernier trafic l'emmène bien au contraire dans une banlieue à l'est. Bien décidé à en finir une fois pour toutes, il se lie d'amitié avec le gang ennemi, les Ch'timis. On dirait une enquête exclusive M6, tu sais. Vrai, genre, une enquête exclusive. Si je peux te donner un indice, ouais, y a beaucoup en tête d'affiche, il y aurait DiCaprio. Oui, mais j'allais le dire Martin Scorsese. Ah yes. Ah oui, j'avais pas besoin d'affiche, j'avais pas besoin d'un indice. Il est fort. Ok, deuxième pitch. Ok. Philippe Abrams en a marre de sa vie tranquille de tueur en série et veut se barrer dans le sud. Mais son boss l'envoie dans un endroit paumé car seule l'élite peut aller dans le sud. Par un sentiment de vengeance, Philippe décide d'éliminer tous les autres tueurs en série présents dans le sud pour éliminer la concurrence et prouver qu'il est le meilleur. Au programme tête coupée, explosion de sang et gros plan sur des pieds, vous allez vous régaler. Alors non, je retire. C'est ça, enquête exclusive. Pour le coup, ça ressemble plus à enquête exclusive. Ouais, alors là, gros plan sur des pieds, ça doit être un gros indice. Ah, c'est un gros indice. Un gros plan sur des pieds. Attends. Ah, non. Non, il y a du sang. Tarantino. Ah, c'est Tarantino. Ah, ok, c'est Tarantino, ça. Oui. Bah oui, il adore les pieds, t'as jamais capté ? C'est vrai qu'il y a toujours un gros plan sur les pieds sur ses films. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, je vois toutes les images là. 3e extrait. On y va. Là, je fais plutôt la voix off d'entrée. Ok, j'écoute. Je vous présente Philippe Abrams. Philippe pour le nom de son arrière-grand-père, qui est l'un des premiers employés du mois de la Poste de France. Déjà avant lui, son grand-père élevait des pigeons voyageurs pour écrire des mots d'amour à sa future femme, et donc à l'arrière-arrière-grand-mère.
Philippe, lui, s'ennuie dans sa vie monotone et est marié à Julie, qui est championne de lancer de boomerang 95, 96, 97 et 99, n'ayant pas pu participer au championnat de 98 pour cause de blessures au coude. Il veut aller dans le sud pour tout ce qui est soleil, piscine, mer, montagne, mais se retrouve à aller devoir travailler dans le nord où se trouve pluie, tempête et l'accent incompréhensible. Waouh. Si je peux t'aider, Philippe serait sûrement joué par Bill Murray. Par Bill Murray? Ouais. C'est David Fincher? Non. Non. C'est... Attends, Bill Murray? Ah, mais je vois en plus. Je sais que c'est l'acteur préféré d'un des réels... Oh, purée, je l'ai pas. C'est Wes Anderson. Ah, Wes Anderson, yes, ok. Il y a beaucoup de descriptions comme ça, j'imagine avec des plans, tu sais, très symétriques, genre les acteurs bougeant pas, tu sais, avec le l'arrière-grand-arrière, voilà. Ok. Il a une patte assez particulière aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Anderson. Tout à fait. On poursuit. Quand on a proposé à Philippe Abrams de partir dans le Nord, il n'avait pas vraiment compris que c'était dans le Nord-Nord, ou autrement dit, l'espace. En effet, il s'apprête à devenir le premier postier de l'espace. Il rencontre différents peuples de l'espace, dont un qui parle le ch'timi, et pour qui il se lie d'affection. On parle beaucoup d'espace, est-ce que ce serait pas Nolan du coup? Non, je disais Interstellar peut-être. Alejandro, celui qui a fait Gravity, non. Attends, l'espace. Ah bah Star Wars, George Lucas? Non, l'autre. L'autre Star Trek? Steven Spielberg. Ah ouais, Steven Spielberg. Ouais, le côté gentil avec celui d'affection. Ah oui, toujours un petit peu de gentil. Steven Spielberg a signé beaucoup de films aussi. Je crois qu'il y en a 40 ou un truc comme ça. Ouf, oui. On poursuit, avant-dernier. Allez. Philippe travaille dans la poste et se retrouve muté dans une ville du Nord où il a l'air de se passer des choses étranges. Après plusieurs jours, il se rend compte que chaque habitant vit à la date à laquelle il reçoit ses lettres. Ce qui fait que personne ne vit au même rythme et engendre de nombreux problèmes. Waouh. Là, on est dans la science-fiction un peu. J'ai déjà cité? Ouais. Là, pour le coup, c'est David Fincher? Non. Non, je dirais... bah, c'est Nolan, alors? Ouais, Nolan. Bah oui, c'est des trucs à Inception et avec tout. le temps et tout ça. Ouais, en vrai, là, j'ai écrit mon pitch, je me suis dit, putain, mais c'est grave bien, en vrai. T'imagines, tu reçois une lettre, et en fait, tu le reçois trop tard, t'as un jour de décalage et tout. Enfin bref, je fais un truc, je vous laisse. C'est pas mal. Allez, un dernier pour finir. Allez. Philippe est bête et dyslexique. Donc au lieu de demander sa mutation à Berge, il demande à Berg. Le problème est qu'il a aussi de gros problèmes d'orientation. Donc une fois dans le Nord, il est persuadé qu'il est dans le Sud. Et lorsqu'il demande où est la Méditerranée, il ne savait pas que c'était le nom de la mafia dans le Nord. C'est con, on dirait. Alors là, c'est un film français, non? Non. Ah non? Ça serait... Un mec bête. Alors il faut un protagoniste un peu con, quoi. Okay. Alors qui a pour habitude de mettre des protagonistes cons comme ça? Ah ouais, un Américain encore? Des Américains. Des Américains. Les frères Cohen? Les frères Cohen. Ah yes. Ils aiment bien mettre des mecs un peu teubés qui se trompent dans leur cul et tout ça. Enfin, ils ont pas de cul et ils se retrouvent dans des endroits, des trucs, n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est vrai. Bah, c'était un petit jeu, voilà. Ouais, ça va. C'était. Je me suis pas trop mal démerdé. Non, ça va. Je suis assez content. 6 fois Nolan à chaque fois. Je savais que t'allais le mettre une fois de toute manière. Et pour finir, comme on en a l'habitude, on va évoquer nos rêves du futur. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec l'émission, avec le thème de l'émission en tout cas, mais bon, peut-être que oui. Romuald, c'est quoi ta rêve du futur aujourd'hui? Alors moi, c'est une chaîne YouTube où je me suis perdu beaucoup d'heures, notamment en préparant cette émission. C'est la chaîne Rouge, Vert, Bleu. Ok. Donc, comme rouge, vert et bleu. Ouais, jusque-là, ça se tient. Et c'est une chaîne où il y a plein de conseils sur le cinéma, mais pas que. Il va y avoir des masterclass et dont il y a beaucoup de vidéos avec des scénaristes, justement, que ce soit par exemple Flaubert, que j'aime beaucoup, mais plein de styles différents. Et c'est des grosses interviews de 1h30. Et c'est super intéressant parce que ça leur montre leur façon de travailler, comment ils sont rentrés dedans. C'est là que je disais que chacun a sa méthode et du coup c'est super inspirant de voir que chacun a son chemin et que toi aussi crée ton chemin, quoi. Chacun sa route. Chacun son chemin. Comme le disait un Indien dans la ville. Tonton David plutôt. Ok, cool. Moi j'ai envie de vous parler d'une fille que je suis sur Instagram depuis un petit moment, qui a pas besoin de moi pour faire sa pub, mais c'est vraiment qualitatif, je trouve, ce qu'elle fait. Elle s'appelle Lison Daniel et son Instagram, c'est les caractères. Ça a beaucoup percé pendant le Covid. On était tous perdus sur Insta pendant des heures, donc vous êtes forcément tombé sur une de ces
un de ses personnages, puisque en fait elle utilise les filtres, anciennement Snapchat, pour se grimer, quoi. Ouais, créer des personnes. Et derrière ça va l'inspirer des personnages, et du coup elle va écrire sur ça. Genre je pense qu'elle travaille comme ça, c'est-à-dire qu'elle doit partir de sa tête. De l'impro, et après ça part. C'est ça, peut-être ça part. Elle se regarde en selfie, je pense, ça lui dysmorphe la tête, et après elle dit bah ça me fait penser à ça. Et voilà, et elle écrit ça, me semble-t-il, avec sa cousine, si je dis pas de bêtises, et elle en sort trop peu à mon goût, mais une fois toutes les 2-3 semaines. Et c'est qualitatif niveau comédie, niveau écriture, c'est très vrai, ça fait un peu le lien avec l'émission quand même, parce qu'on vraiment elle met à mon avis des choses du quotidien, et on reconnaît beaucoup de personnages qu'on peut avoir dans notre famille ou dans notre cercle d'amis. Donc c'est vraiment très cool, et vous pouvez en rattraper plusieurs qui sont sur sa chaîne Instagram Les Caractères. Et du coup, n'hésitez pas à suivre aussi Martin Darondo et Navo sur les différents réseaux. Vous allez en entendre beaucoup parler encore, déjà qu'on en entend... Ils sont présents bien, quoi. Ouais. Vous allez encore entendre parler dans beaucoup de choses. Ça peut être des films, des séries, tout ça. Bref, ce que vous avez sûrement déjà vu d'une de ces œuvres, de leurs œuvres, bien sûr. Ouais. Sans pour autant savoir que c'est eux, parce que, comme on l'a dit, c'est un métier de l'ombre. C'est clair. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est grave bien. Tout à fait. Et n'hésitez pas également à partager, commenter et nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes que vous le souhaitez. On espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, oui. Bon, ça va. Ça va. Ça va, on était là. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt pour peut-être... à quoi on va s'intéresser à la prochaine émission ? Peut-être les films d'espionnage. Ah, sympa. Allez, à bientôt. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, les acteurs qui sont la moelle épinière, sans la colonne vertébrale, la moelle épinière que sont les acteurs ne sauraient pas où se situer. Et le squelette total, le squelette global, le squelette d'un film qui est en fait le réalisateur, qui est le squelette de ce film, ne bénéficierait pas de cette moelle épinière et ne pourrait pas marcher.